Bonjour tout le monde. Si vous avez des questions durant la présentation, je vous invite à les écrire dans les commentaires. Je vais pouvoir les répondre, je vais pouvoir leur répondre à la fin de la présentation. If you would have questions to ask in English, you would like to have the answers in English, I am perfectly comfortable in replying to you in English, so please ask your questions as such. Alors, il existe un principe en Kung Fu qui dit que lorsqu'on atteint un certain niveau d'expertise, la seule façon de progresser est de l'enseigner. Bonjour, je m'appelle Karine Charlebois. Je suis une artiste en storyboard qui travaille dans le domaine de l'animation depuis 1996. J'ai travaillé aussi comme artiste de bande dessinée, plus récemment comme superviseur en storyboard et depuis l'année dernière, je suis enseignante chez Rubica Montréal en tant qu'enseignante en storyboard. La raison pour laquelle j'ai fait le virage vers l'éducation, il y a plusieurs raisons là-dessus. J'ai commencé, ça fait longtemps que j'aime enseigner ce que je sais. Je l'ai fait dans des conférences, des conventions, j'ai donné des ateliers de dessin, enseigner aux gens comment dessiner sur différents aspects. J'ai aussi beaucoup aimé faire du dessin avec d'autres jeunes artistes qui avaient besoin d'un peu d'aide pour améliorer leurs compétences. J'ai aussi le fait que je suis une personne qui est extravertie, donc j'ai besoin de cette interaction-là avec les gens. Je trouve que c'est très satisfaisant d'avoir une interaction positive comme ça avec les gens et je suis passionnée de ce que je fais. J'adore dessiner, j'adore raconter des histoires avec mes images. Le problème est que ça fait plus de 20 ans que je fais ça et je commençais à devenir brûlée d'être créative en solo. Donc, il y a environ 2 ans, j'ai eu une opportunité de devenir superviseur en storyboard chez Oasis Animation, ce qui m'a donné une quantité d'expériences qui ont beaucoup satisfait les besoins que j'avais de travailler avec d'autres gens, de donner de l'instruction à des jeunes artistes de storyboard, de pouvoir avoir la main sur un projet complet plutôt que certains épisodes en particulier, mais quelque chose manquait encore. L'été passé, je suis tombée sur un article du magazine The Atlantic et le titre de l'article était « Your professional decline is coming much sooner than you think ». Et ça parlait en général du bonheur chez les professionnels, du bonheur que les gens retirent de la valeur qu'ils estiment avoir dans leur industrie. Beaucoup de gens qui ont un pic assez tôt dans leur carrière, qui réussissent à avoir des succès assez tôt, se retrouvent à mettre beaucoup de leur valeur personnelle dans ce succès-là et ils sont toujours à la course après les succès subséquents. Quand le déclin de nos habiletés est inévitable. Et il y a beaucoup de gens qui, en mettant une valeur sur leur succès, ils voient le déclin comme étant un genre de perte de valeur, perte d'être hors sujet dans l'industrie, de perdre ce qu'ils valent et ça mène à la déprime, à la dépression. Ça peut être très mauvais pour quelqu'un qui n'arrive pas à se réorienter ou qui est toujours à la course après ces succès-là. Les exemples qu'ils mettent dans l'article, ils parlent de Charles Darwin qui a commencé ses expéditions à l'âge de 22 ans. Il est parti 5 ans en expédition. Il a fait de la recherche, il a travaillé, il a fait plein de découvertes et il est arrivé environ dans le début de la cinquantaine. Il a frappé un mur. Il n'arrivait plus à avancer. Il n'arrivait plus à faire des découvertes. Il était bloqué dans ses découvertes. Il était bloqué dans sa recherche et sa carrière s'est effectivement arrêtée à ce moment-là. Et comme il n'arrivait pas à avancer, il s'est retrouvé à se sentir comme si sa contribution, il n'était plus capable de contribuer à son domaine. Il est devenu de plus en plus déprimé. Aujourd'hui, Charles Darwin, c'est une personne qu'on reconnaît comme étant un génie et qui a fait beaucoup de différences dans le domaine de la biologie. Mais dans la fin de sa vie, il était déprimé, il
carrément, il n'a pas vécu une belle fin de vie. À l'opposé, Johann Sebastian Bach était un génie lui aussi, un génie dans la musique, dans la composition, il était spécialisé dans la musique baroque. Mais à un moment donné, dans sa carrière, ben, la mode a passé de la musique baroque à la musique qu'on appelle aujourd'hui classique. Et Bach n'était pas quelqu'un qui a vraiment changé son style de musique pour suivre la mode. Il s'est retrouvé éclipsé par plusieurs nouveaux compositeurs, dont son fils. Mais plutôt que de se laisser abattre par la réduction de ses succès créatif, il s'est tourné vers l'éducation. Il est devenu instructeur de ses propres enfants et ensuite a pris des étudiants. Il a continué à composer, mais il a passé son savoir à une nouvelle génération de compositeurs et de musiciens. Et il a terminé sa vie satisfait, pleinement reconnu pour non seulement son talent en musique et en composition, mais aussi comme instructeur. Et il a vécu une belle fin de vie comparativement à Charles Darwin. Donc, ça représente un peu ce qu'on appelle les deux formes d'intelligence. Au début de notre vie, on a une intelligence qui est considérée plus fluide, où est-ce qu'on a plus de facilité à acquérir des nouvelles connaissances, on a plus de capacité à analyser des nouveaux stimulus, à faire la résolution de problèmes, à être beaucoup plus créatif dans le début de notre vie. Et plus on vieillit, plus notre intelligence devient cristallisée. Et ça, c'est la capacité à être capable d'utiliser des connaissances acquises, des souvenirs, de la mémoire, des connaissances qu'on a acquises dans le passé pour résoudre des problèmes aujourd'hui. Et c'est de là que vient la sagesse. C'est beaucoup plus difficile dans un âge plus avancé d'acquérir des nouvelles connaissances. Mais les connaissances qu'on a sont solides et sont très utilisables pour aider les gens dans le futur. Donc, c'est vraiment, il y a 4 phases dans la vie. Il y a la phase de 0 à 20-25 ans où est-ce qu'on est en apprentissage. Entre 25 et 50 ans, c'est la phase où est-ce qu'on bâtit notre carrière, on fait des avancements professionnels, on bâtit notre richesse, on commence une famille, on a beaucoup de développement de choses externes à soi. Mais on arrive à la cinquantaine et c'est là qu'on commence à plus revenir sur qui on est, qu'est-ce qui nous définit. On met l'emphase plus sur la spiritualité, la sagesse et le service aux autres. Moi, je suis à cheval sur la phase 2, la phase 3. Oui, je veux continuer ma carrière. J'ai beaucoup de choses que je veux encore accomplir, des expériences nouvelles que je veux avoir. Je veux devenir réalisatrice. Il y a beaucoup de buts que j'ai comme ça dans ma carrière, mais en même temps, j'ai un besoin de passer mon savoir à la relève. J'ai un besoin de passer la passion que j'ai à quelqu'un d'autre, de la même façon que moi, je l'ai reçue d'autres professionnels avant moi. Je vais utiliser ma sagesse au service de la relève. Pour le professeur, pour l'étudiant, l'avantage d'avoir un professionnel qui lui enseigne plutôt qu'un professeur qui est dans une école à temps plein, c'est que l'information que le professionnel peut donner à l'étudiant est beaucoup plus de sujet, beaucoup plus pertinente pour le domaine du travail. C'est moins théorique, c'est plus réel. Donc, la valeur de cette connaissance-là qui est donnée à l'étudiant semble beaucoup plus pertinente. L'étudiant va avoir tendance à écouter beaucoup plus, à intégrer l'information beaucoup plus que si ça vient d'un professeur qui n'a pas touché le domaine de façon concrète depuis plusieurs années. Et c'est vraiment cette expérience vécue du milieu du travail
de pouvoir raconter ces histoires-là de « Ah, quand j'ai travaillé sur telle série, il s'est passé telle chose », ça retient leur attention beaucoup plus et les jeunes vont avoir beaucoup plus de facilité à acquérir ces informations-là. Mais il n'y a pas juste des bénéfices pour l'étudiant, des bénéfices pour le professeur aussi. Ce que j'ai découvert en préparant mes cours, c'est que j'ai été confrontée à c'est pas confrontée, mais j'ai dû revoir les bases de mes connaissances. Quand ça fait 20 ans qu'on travaille dans un domaine, il y a plusieurs choses qu'on considère presque des évidences, que on sait par instinct. Je vais regarder une image, je vais pouvoir dire par instinct, est-ce qu'il y a une bonne composition, une mauvaise composition dans l'image? La raison pour laquelle la composition est bonne ou n'est pas bonne, c'était difficile pour moi de le dire parce que c'est là, c'est évident. Mais d'avoir à préparer mes cours m'a forcé à faire de la recherche, à retrouver des documents qui m'ont expliqué, d'acquérir des livres qui ont expliqué le pourquoi de la chose et d'analyser après cette information-là que j'ai acquise pour être capable de vraiment mettre en contexte afin de pouvoir l'enseigner à mes étudiants. Donc, ça a renforcé ma propre connaissance de la chose. Maintenant, quand je fais du travail de storyboard, je peux voir pourquoi est-ce que cette mise en scène-là fonctionne. Parce que les connaissances, je les ai réacquises en les enseignant. Une autre chose aussi, c'est que les étudiants qui vont être dans la classe vont avoir des questions ou des observations auxquelles je n'aurais jamais pensé parce que j'ai pas le même contexte de vie, j'ai pas la même expérience qu'eux. Mon expérience est basée sur beaucoup de travail, beaucoup de choses que j'ai appris tout au long de ma carrière. Pour eux, c'est tout nouveau. Donc, ils arrivent avec un point de vue qui est nouveau, qui peut me donner un challenge à répondre. Et ça me donne une opportunité d'analyser moi-même mes propres connaissances. Et encore une fois, d'aller dans le pourquoi et le comment de la chose. Ça m'a permis aussi, en revoyant mes bases, de me débarrasser de certains mauvais plis que j'avais pris dans l'industrie. C'est comme de revoir un dessin anatomique pour se rendre compte qu'on dessinait quelque chose mal. Donc, on le désapprend pour pouvoir le réapprendre à nouveau. En tant que professionnel, c'est quelque chose qui est hyper important, d'être capable d'avoir des bases solides qui se tiennent bien. Mais c'est le fait que j'apprends de mes étudiants autant qu'ils apprennent de moi. Parce que l'enseignement, ce n'est pas unidirectionnel. Alors, je suis consciente que c'est pas pour tout le monde d'enseigner. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile. Ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas l'empathie ou ils n'ont pas la façon de mettre leurs connaissances de façon concrète pour les étudiants. C'est vrai qu'il y a certaines personnes pour qui c'est difficile. Mais, comme n'importe quoi, ça s'apprend. J'en ai fait des erreurs, moi, de donner mes cours à des étudiants. J'en ai fait des erreurs. Ils m'ont posé des questions et j'ai bloqué. J'étais pas capable de répondre à la question. J'ai retravaillé. Je suis revenue au cours suivant pour leur donner des réponses. C'est difficile, mais ça s'apprend. Mais même à ça, si vous n'avez pas les si vous n'avez pas les capacités de le faire avec un groupe d'étudiants, il y a d'autres options qui s'offrent à vous. Le mentorat est une option qui est vraiment intéressante, ou est-ce que c'est une relation d'un à un avec un étudiant ou avec un jeune professionnel qui a besoin d'une main pour le guider dans sa nouvelle carrière. D'être là pour supporter quelqu'un qui commence, ça leur donne des bases vraiment solides à partir desquelles progresser. Ils vont progresser plus rapidement. Et ils vous donnent le point de vue nouveau et différent auquel vous n'auriez jamais pensé. Donc, ça peut être vraiment une façon intéressante de passer son savoir. Une autre, c'est d'être à la direction d'un groupe de stagiaires en entreprise, ou au moins les supporter. Des jeunes stagiaires en entreprise, ils recherchent l'expérience professionnelle. Ils veulent passer du théorique au pratique. Si vous êtes capable de passer vos connaissances comme ça à des jeunes qui commencent en entreprise,
ça a une valeur inestimable. Ils vont progresser beaucoup plus vite dans leur domaine avec l'expertise d'un professionnel. Une troisième option, comme on fait à Rubica Montréal, on a des jurys de professionnels qui viennent faire qui viennent assister aux présentations des examens finaux des écoles vocatives. Donc, les étudiants qui ont fait un film d'animation vont avoir des professionnels de l'animation qui vont regarder leur film, leurs documents de production et tout le matériel que les étudiants ont produit. Vont pouvoir leur donner des commentaires, de la critique constructive, vont pouvoir leur donner les compliments, leur dire sur quoi travailler pour s'améliorer. Cette information-là, cette critique-là, elle est très, très bénéfique pour les étudiants, mais en même temps, ça donne aux professionnels une première vue sur la relève qui s'en vient et ça peut leur donner, ça peut leur montrer des jeunes qu'ils pourraient éventuellement engager. Donc, en conclusion, je vous encourage fortement, si vous êtes des professionnels, si vous êtes rendus à ce stade-là de la vie, que vous pensez que c'est le temps de passer votre savoir à quelqu'un d'autre. C'est une façon de trouver une satisfaction dans votre vie qui peut aider énormément la relève, mais qui va vous aider vous aussi à vous améliorer et aussi à pouvoir passer vos connaissances. Et comme le dit le Dalai Lama, si vous partagez votre savoir, c'est une façon d'atteindre l'immortalité. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis bien aise d'y répondre. Comment se fait-il que le type d'intelligence varie au cours de la vie? La raison est que le cerveau est plastique et le cerveau change et se fait des nouvelles connexions. Mais si une certaine information se passe d'une certaine façon, de façon répétitive, les connexions se font dans le cerveau et deviennent de plus en plus permanentes. Donc, un cerveau qui est jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience, va essayer toutes sortes de connexions dans toutes sortes de directions. Mais à force d'avoir une expérience, on va renforcer la connexion dans un certain sens. Et ces connexions-là qui sont renforcées sont de plus en plus difficiles à séparer et à refaire. On garde une plasticité toute sa vie, mais on garde une plasticité du cerveau toute sa vie, mais ça devient de plus en plus difficile de changer les choses. C'est pour ça que les personnes âgées vont avoir plus de difficultés à s'adapter à de la nouvelle technologie ou apprendre des langues ou des choses comme ça. Une personne qui est plus jeune va être beaucoup plus apte à acquérir des nouvelles connaissances, à apprendre plusieurs langues, à être capable d'avoir des nouvelles expériences et d'en gagner beaucoup de gains de ces expériences-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire comment est-ce qu'on trouve des élèves pour se mettre à enseigner. Pour moi, ça a été une question de mettre ça comme une chose que je recherchais en parlant avec d'autres professionnels. J'ai envoyé mon CV à certaines écoles d'animation. Éventuellement, il y a eu une opportunité qui s'est offerte à moi par un collègue de travail qui devait quitter Rubica pour aller travailler à temps plein dans un autre studio. Il ne pouvait plus avoir son poste de professeur parce qu'il n'avait plus le temps. Et il m'a demandé si j'étais intéressée parce que j'en avais parlé sur les médias sociaux, j'en avais parlé sur LinkedIn. Et c'est comme ça qu'il m'a rejoint. Il m'a demandé est-ce que c'était quelque chose que je voudrais faire.
C'est comme ça que j'ai été mise en contact avec Christelle Catiri de Rubica Montréal et ça s'est bien passé. Autrement, je dirais que la façon de trouver, si vous voulez faire du mentorat, vous pouvez aller dans des groupes, mon Dieu, je peux parler particulièrement de mon expérience en animation. Il existe des groupes comme Women in Animation Montreal, où est-ce qu'ils recherchent, ponctuellement, ils recherchent des mentors et des gens qui veulent des mentors. Et l'organisation Women in Animation Montreal met les gens en contact les uns avec les autres afin de former une relation de mentor. Une autre façon de le faire pourrait être de dire sur LinkedIn que vous êtes un mentor, que vous recherchez des gens qui ont besoin de mentorat. Vous pouvez y aller sur des sites de carrière, peut-être qu'on pourrait trouver comme ça. Pour moi, ça a vraiment été plusieurs recherches, plusieurs messages publics, discussions avec des professionnels dans l'industrie afin de finalement me retrouver dans la situation présente que j'aime beaucoup, que je suis vraiment contente d'avoir. Mon plus grand défi quand j'ai commencé à enseigner a été vraiment de voir le pourquoi des connaissances que j'ai. C'est difficile, quand on est tellement habitué de faire une chose, c'est très difficile de savoir le pourquoi de la chose. Pourquoi est-ce qu'une composition est belle? Pourquoi est-ce que quand on regarde un film, on sait dans quelle direction les choses s'en vont? Et si la caméra change de place à un endroit où elle ne devrait pas être, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Donc, toutes ces connaissances-là, ça a été pour moi le plus gros challenge, a été de définir le pourquoi. Parce que les étudiants, ils veulent savoir pourquoi. Parce qu'il faut qu'ils comprennent. Pour moi, ça est devenu instinctif. Mais comme j'ai toujours aimé être en avant des gens, de donner des cours comme ça, c'est pas quelque chose que pour moi, c'est difficile d'embarquer et d'avoir un auditoire. C'est vraiment définir mon travail qui a été quelque chose de difficile. Mais maintenant, je suis beaucoup plus confortable et je sais que pour les prochaines sessions, je suis persuadée qu'il va y en avoir des étudiants qui vont me poser des questions, qui vont me faire et ça va être un nouveau, excellent moment pour moi pour augmenter mes propres connaissances. Y a-t-il des moyens pour entretenir la plasticité de son cerveau? Oui, c'est beaucoup une question de se donner des expériences nouvelles. C'est une question de questionner les choses qu'on connaît, de faire de la recherche, d'essayer des choses auxquelles on n'est pas habitué. Je vous dirais que, mon Dieu, j'essaie de me rappeler, il y a des livres excellents sur la plasticité du cerveau et je n'ai pas les livres sous la main. J'aimerais bien pouvoir vous donner les titres, mais il y a plusieurs choses à faire là-dessus pour améliorer la plasticité de son cerveau et c'est vraiment une question de donner à ses connaissances un élément déstabiliseur. Parce que les connexions cristallisées sont surtout basées sur la répétition. C'est beaucoup sur la répétition que le cerveau va devenir de plus en plus cristallisé. Mais c'est pas une mauvaise chose d'avoir un cerveau qui est cristallisé à cause du fait que ces connaissances-là, ces habiletés-là, c'est ça qui nous permet de devenir meilleur et meilleur et meilleur dans la chose qu'on fait. Je pourrais dire que mes connaissances en dessin sont cristallisées jusqu'à un certain point. C'est sûr, j'apprends toujours, je continue à travailler, j'acquiers de nouvelles connaissances, j'essaie de dessiner dans des styles différents. Je me donne des challenges pour garder une plasticité là-dessus. Mais reste que les synapses ont fait
les connexions synaptiques que j'ai dans mon cerveau font que mon trait est stable, que ce que j'ai dans la tête, je suis capable de mettre sur le papier. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre attention. J'espère que vous avez eu une belle conférence et merci.